Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Smart for Change pour rester à l'écoute des marchés. Chaque jour, du lundi au vendredi, vous nous retrouvez à 20h30 si vous nous suivez à la télévision via vos box et vous nous retrouvez en parallèle chaque jour, bien sûr, en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, un point sur la situation américaine et sur la situation des marchés américains après les derniers propos du secrétaire du Trésor américain ce week-end dans les médias américains, Scott Bessent, en tant qu'homme de marché, 35 ans et plus d'expérience dans le monde de l'investissement, a-t-il rappelé Scott Bessent, qui affirme que les corrections de marché sont saines, que c'est la vie des marchés et qu'il n'est pas inquiet de ce qu'il a pu observer sur les marchés américains au cours des dernières semaines. On a vu un S&P 500 baisser de 10% en une quinzaine de séances avant de se reprendre vendredi dernier. On voit d'ailleurs une stabilisation des indices actions aux États-Unis en ce début de semaine et une hausse qui reprend également en Europe avec un CAC 40 au-delà des 8000 points. Séance dans le vert également en Asie ce matin après quelques nouvelles annonces de la part de Pékin pour soutenir la consommation en Chine. Les corrections sont saines, c'est-à-dire qu'il est déjà temps de mettre à profit la baisse du marché américain. C'est la question qu'on posera à nos invités de Planète Marché dans quelques instants au démarrage d'une semaine qui sera riche en indicateurs économiques et en décisions de banque centrale puisque la Banque du Japon, la Réserve fédérale américaine, la Banque d'Angleterre ou encore la Banque nationale suisse sont attendus avec des décisions de politique monétaire ou à minima des communications sur de futures décisions de politique monétaire. Et puis à l'agenda également la géopolitique, bien sûr, avec une discussion, une conversation prévue demain entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Et puis sur le plan économique et politique, un vote historique attendu demain au Bundestag allemand pour entériner l'idée d'un plan de relance tourné vers la défense et vers les infrastructures après un accord qui a été scellé entre la future coalition et le parti des Verts allemands. Voilà donc pour le programme du jour et le programme de la semaine sur les marchés. Comme chaque lundi, nous retrouverons Pierre-Yves Dugas dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse pour notre quart d'heure américain. Nous évoquerons là aussi la situation des marchés aux États-Unis et puis la question des patrons. Les patrons américains, certains sont un peu pris à revers sans doute par la politique conduite par Donald Trump depuis une cinquantaine de jours et son installation à la Maison-Blanche. Que peut-on attendre en matière de réaction de la part de Corporate America et des grands patrons américains? Pierre-Yves Dugas nous éclairera donc à ce sujet dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse. Mais d'abord, tendance, mon ami, pour entamer chaque soir cette émission, Pauline Gratel vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Séance plutôt calme en ce début de semaine. Oui, les indices mondiaux commencent une semaine qui s'annonce riche en décisions monétaires de banques centrales avec la Fed, la Banque du Japon, celle d'Angleterre et de Suisse. En attendant, la séance du jour est plutôt calme. En Europe, le Stoxx 600 évolue en légère hausse aujourd'hui, tout comme le CAC 40 en France qui évolue au-delà de 8000 points, porté par les valeurs bancaires. BNP, Société Générale et Crédit Agricole sont dans le vert. Côté américain, les indices ouvrent en hausse modérée. Sur le front de la géopolitique, Donald Trump et Vladimir Poutine vont s'entretenir demain. Oui, ils devraient en effet discuter du cessez-le-feu en Ukraine demain par téléphone. Pour rappel, les Américains et les Ukrainiens sont d'accord pour une trêve de 30 jours. Cela doit encore être validé par la Russie, qui réclame des garanties sécuritaires. Donald Trump a par ailleurs indiqué que beaucoup de travail a été fait ce week-end. Et puis bien sûr, la guerre commerciale en parallèle se poursuit. Oui, et dans ce contexte, l'OCDE a baissé ses prévisions de croissance économique pour les États-Unis et aussi pour le monde entier. Ainsi, selon les prévisions de l'OCDE, la croissance du PIB mondial devrait passer de 3,2% en 2024 à 3% en 2026. Spécifiquement pour les États-Unis, la croissance devrait passer de 2,8% en 2024 à 1,6% en 2026. À l'agenda statistique aujourd'hui, les ventes au détail américaines pour le mois de février ont été publiées. Oui, c'est une nouvelle déception pour le troisième mois consécutif. Le chiffre de février ressort inférieur aux attentes à plus 0,2% sur un mois, après un repli de 1,2% en janvier, un chiffre révisé à la baisse. En version cœur, les ventes au détail américaines sont conformes aux attentes, plus 0,3% sur un mois. Et puis une nouvelle enquête qui se dégrade toujours aux États-Unis. On parle de l'enquête de la Fed de New York, l'Empire State, avec un indice qui chute littéralement sur la dernière mesure.
Oui, l'indice mesure l'activité dans la région de New York pour le mois de mars. Il tombe à moins 20, alors que les analystes attendaient moins 1,90 et après 5,70 en février. Pour rappel, un chiffre au-dessus de 0 signifie une amélioration des conditions et en dessous, une détérioration. Et puis en Chine, le Xi Put, la protection offerte par le président Xi est peut-être en train de se muscler encore un peu plus avec une nouvelle série d'annonces et de mesures de relance ces dernières heures. Oui, parmi ces nouvelles annonces, la Chine prévoit d'augmenter les revenus des résidents et de mettre en place un système de subvention pour les gardes d'enfants afin de stimuler la consommation. Dans ce contexte, le yuan est remonté par rapport au dollar. L'indice composite de Shanghai et le Hang Seng à Hong Kong ont clôturé à la hausse. Qu'en est-il du marché obligataire en ce début de semaine, Pauline ? Le rendement américain à 10 ans est stable autour de 4,30%. En Europe, le rendement allemand à 10 ans se détend aujourd'hui de quelques points de base et évolue ainsi autour de 2,80%. Même mouvement pour le rendement français qui tourne autour de 3,50%. Sur le marché des changes, l'euro-dollar évolue au-delà de 1,09 ce lundi. Et puis dans l'actualité des entreprises aujourd'hui, BPI France annonce une entrée au capital de Veolia. Oui, à hauteur de 800 millions d'euros, environ 3,5% de son capital via son fonds d'investissement souverain. L'État français est d'ailleurs déjà propriétaire de 4,5% du capital de Veolia via la Caisse des dépôts. Dans le même temps, BPI France va entrer au conseil d'administration de Veolia. Le titre est en tête du CAC 40 au cours de la séance, en hausse de plus de 2%. Quel sera le programme de demain sur les marchés, Pauline ? La journée sera plutôt calme sur le plan macro. En revanche, sur le plan politique, le Bundestag doit voter le plan d'investissement allemand de 500 milliards d'euros de dépenses en infrastructure et défense demain. Et on le disait tout à l'heure, Trump et Poutine vont échanger demain pour discuter du cessez-le-feu en Ukraine. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Gilles Bazissière est avec nous, le président d'Equity GPS. Bonsoir Gilles. Bonsoir Grégoire. Nuno Teixeira nous accompagne, directeur analyse et stratégie de Vega IS désormais. Bonsoir Nuno. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver, ravi de retrouver et d'accueillir même Jean-François Fossé également à nos côtés ce soir. Bonsoir Jean-François. Vous êtes le directeur de la gestion multi-actifs d'Ophi Invest Asset Management. Jean-François, commençons par le marché américain. Scott Bessent nous dit que les corrections sont saines, que la correction de 10% du S&P 500 à laquelle on a pu assister ces dernières semaines est saine et qu'il n'est pas inquiet sur la situation des marchés financiers. Scott Bessent, le secrétaire du Trésor américain qui s'exprimait à la télévision ce week-end. Comment est-ce que vous interprétez les propos du secrétaire du Trésor américain et en tant qu'investisseur ou gestionnaire d'actifs, qu'est-ce que ça implique comme décision ou non d'ailleurs à ce stade quand on a vu le marché américain sur un indice large comme le S&P reculer de 10% par rapport au sommet de février? Oui, effectivement, 10%, ça commence à être une baisse un petit peu matérielle. Maintenant, si on recadre un peu avec l'historique des baisses qu'on a généralement sur ce type d'indice, des baisses de 5 à 10%, c'est à peu près en termes de fréquence 3 à 4 fois par an. Donc on se rapproche plus des 10-15. On tombe sur quelque chose comme une fois par an. Donc déjà, ça fait quand même appel au fait que si on veut être un peu opportuniste par rapport à un horizon un peu long terme, parce que c'est quand même une classe d'actifs de long terme, c'est déjà quelque part une opportunité quand on est sur une fréquence d'une fois par an. Pour avoir un bear market, donc une performance supérieure à avoir un affichage négatif de plus de 20%, là on est sur une fréquence qui est 10 fois supérieure au premier chiffre que je donnais. Donc je veux dire, si on attend des bear markets pour investir sur le marché action, on risque d'être en retraite avant. Donc je trouve qu'en termes de ce point de vue-là, ça devient relativement attractif. Après, il faut intégrer effectivement le contexte dans lequel s'opère cette baisse. Et de mon point de vue, et aussi c'est un peu le point de vue qu'on a chez Ophi Invest, c'est un peu consécutif à tout le bruit qui a été généré par la politique de l'administration de Donald Trump. Et pour l'instant, sur les chiffres économiques réels et aussi sur les résultats des entreprises, on peut dire qu'on est quand même assez loin du bruit qui a été généré, quoi. Donc ça veut dire qu'il y a quand même encore un socle qui paraît suffisamment solide pour l'investisseur, sur lequel l'investisseur peut s'appuyer pour effectivement revenir ou prendre à nouveau position sur ce marché américain aujourd'hui, Jean-François. Ce qui est intéressant, c'est de regarder qui a vendu
dans cette baisse, notamment du fait qu'on part, il y a eu un contexte qui était assez propice aussi à finalement cette baisse, c'est qu'on partait d'un environnement où déjà beaucoup de monde était très investi sur le marché américain. Donc dès qu'il y avait un petit grain de sable qui rentrait dans le narratif de l'exceptionnalisme américain, forcément, potentiellement, on s'exposait à des ventes qui allaient arriver. À ce stade, nous, ce qu'on constate avec les prestataires de recherche avec qui on travaille, c'est que c'est principalement des gestions type systématique qui ont été à la manœuvre dans la baisse. Et elles ont énormément réduit leur position longue sur le marché américain. Ouais. Ceux qui sont plus investis pour des raisons fondamentales, de long terme, type des acteurs comme moi, des gérants d'actifs, ils ont pas bougé. Eux restent quand même très investis sur le marché. Donc après, il faut se poser la question quelque part, qu'est-ce qui ferait que des gens comme moi se mettraient à vendre, je dirais assez massivement, le marché américain? Il faudrait déjà que j'ai un contexte macro qui, dans les faits, soit beaucoup plus en ligne avec une récession américaine. Pour l'instant, on ne peut pas dire qu'on y soit, mais néanmoins, c'est un facteur à conserver dans son radar. Il y a aussi toute la partie plus micro au niveau des entreprises américaines. Il n'y a pas si longtemps que ça, on trouvait que c'était génial, les valeurs technologiques. Elles ont pas mal décoté. Elles sont en bear market. Les Mag 7, en tout cas, elles ont baissé. Le groupe des 7 a baissé de plus de 20% par rapport au pic. Je pense que le prochain trimestre qu'on va avoir, donc c'est pas tout de suite, en termes de narratif, ça va pas jouer immédiatement, mais ça va être une force de rappel dans les 3-4 prochains mois. Il faut l'avoir en tête aussi. Je pense que quand elles vont publier, on va être loin d'une catastrophe telle qu'on a eu en termes d'action sur les prix. J'entends. Donc pour moi, qui me permet de rester relativement optimiste et de trouver en tout cas, dès qu'on a un horizon assez long, d'être plutôt à renforcer nos positions, c'est que la macro pour l'instant elle tient convenablement. Même si elle s'affaiblit un petit peu, c'est pas très grave. Non. Et la micro des entreprises, je pense que ça va être une force de rappel d'ici un bon trimestre. C'est vrai que le ralentissement macro-américain, on avait oublié ce que c'était. Ça faisait à peu près 2 ans, je pense, que l'économie américaine n'était jamais repassée en dessous de son potentiel. Trimestre après trimestre, on avait une économie américaine qui évoluait toujours au-delà de son potentiel. Le premier trimestre de cette année 2025 pourrait marquer effectivement une petite rupture par rapport à ça. On verra quel est le chiffre de la croissance américaine au terme du T1, mais il sera sans doute inférieur peut-être au potentiel de l'économie américaine. Nuno, sur ces considérations, oui, force, faiblesse, alors de l'économie américaine, et qu'est-ce que ça implique pour l'investisseur quand ce marché américain, qu'on voyait invulnérable il y a encore quelques mois, c'était le one-way trade absolu. Bon, un peu de doute est venu quand même s'instiller dans cette idée-là. Oui, c'est un peu la fin de l'exceptionnalisme américain, comme on dit, c'est-à-dire qu'on ne voyait aucun scénario qui puisse faire dérailler l'économie américaine. Et puis finalement, une forme peut-être de dogmatisme du côté de l'administration Trump fait qu'on n'est plus tout à fait sûr que ça reste un long fleuve tranquille. Ça ne veut pas dire non plus que l'économie va s'effondrer, qu'on aura une récession, mais ça veut dire que jour après jour, semaine après semaine, il y a du doute qui s'installe parce qu'on a des messages qui sont quand même assez contradictoires. Une politique sur les tarifs qui est un peu de stop and go, donc c'est compliqué pour un agent économique, pour une entreprise, surtout celle qui consomment beaucoup de produits importés, qui peuvent être touchés par des droits de douane, de savoir à quoi s'en tenir. On peut avoir aussi des hésitations de la part des consommateurs. Donc, a priori, on se dit un peu plus d'inflation, un peu plus d'incertitude dans les comportements, ça devrait donner moins de croissance, et c'est ce qui semble quand même se refléter un petit peu dans les dernières statistiques. Pour autant, effectivement, je partage l'avis de mon collègue. On n'est pas dans un scénario où on puisse prévoir avec une probabilité élevée une récession à venir aux États-Unis. C'est vrai qu'on n'a plus tout à fait le Fed put ni le Trump put. On ne sait pas trop où ils sont, oui. On a l'impression que Trump, pour l'instant, se désintéresse un peu, contrairement à son premier mandat, de ce qui se passe sur le marché. En tout cas, ses lieutenants semblent minorer un petit peu le souci. 10% de baisse, ça n'a rien de dramatique, c'est vrai. Et c'est vrai aussi que ça concerne pour l'instant une partie du marché qui avait probablement besoin de respirer de toute façon. Qui avait beaucoup profité de l'élection de Trump à partir de novembre. Et donc,
il y a d'autres opportunités aussi sur le marché américain, heureusement, et il faut rester positionné. Pour autant, je pense qu'il y a quand même une petite prime de risque en ce moment. On a plutôt envie de jouer un peu plus l'Europe. Bien sûr, on va y venir. C'est clair que voilà, on est revenu quand même sur les valos du Nasdaq proches des moyennes historiques. Donc ça, c'est intéressant. Mais tant qu'on n'a pas ce moteur-là, et on le voit aujourd'hui encore où le marché est un peu en positif, mais le Nasdaq est encore légèrement négatif. On voit qu'on est encore dans une situation de défiance un petit peu vis-à-vis de ces valeurs-là. Qu'est-ce qui fait que le risque de récession ou la probabilité d'une récession, on a vu quand même sans doute cette probabilité remonter un petit peu ces derniers temps, ne serait-ce que du fait de l'incertitude générée par Donald Trump. Qu'est-ce qui fait que ce risque reste maîtrisé, contrôlé et que ce n'est pas un risque central aujourd'hui pour vous ? Tout dépend du comportement des ménages, parce que c'est quand même le ménage américain qui va... qui, à la fin de la journée, dicte le rythme de l'économie américaine. Non, ce qui est vrai, c'est qu'on commence à avoir quand même des licenciements qui augmentent, ne serait-ce que dans le secteur public, puisqu'il y a ce fameux programme Dodge qui est quand même un peu inquiétant pour une partie de la population, même si les gens ne sont pas directement touchés, ils peuvent s'en inquiéter. Et encore une fois, les prix des produits, on a vu que c'était un des thèmes de campagne de Trump. Il avait promis beaucoup de bonnes choses. Finalement, les choses risquent de se maintenir dans une situation qui inquiète le consommateur. Donc, encore une fois, c'est lui qui va décider. Et on verra si, à la fin, on arrive à... Nous, on table quand même sur une croissance américaine cette année en dessous des 2%. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pas dramatique, mais ça commence à peser. Il y a un peu de ralentissement à intégrer quand même, peut-être un peu plus de ralentissement à intégrer que prévu sur cette économie américaine à ce stade. Gilles, comment est-ce que les modèles d'equity GPS notent aujourd'hui le marché américain après cette correction de 10% là ? Malgré la correction, on est encore seulement à 1 sur 10. Ouais. Donc, rappelez-nous ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en moyenne, par rapport à l'historique, un historique assez long, on est dans les 10% les moins favorables pour investir sur le marché américain. Et quand on était dans ces zones-là, plus ou moins à 25, on a eu dans le passé des performances légèrement négatives. Légèrement négatives, ça ne veut pas dire que c'est la catastrophe, mais ce qu'on peut observer, c'est que malgré la baisse des cours, en fait, notre rating ne s'est pas amélioré. Et il y a plusieurs raisons à ça. Une de ces raisons, c'est quand même une pression à la baisse sur les prévisions de résultats des entreprises. Ça aussi, c'est nouveau. Parce que ça fait 2 ans qu'on n'arrête pas de réviser à la hausse les perspectives bénéficiaires aux États-Unis. Mais je dirais qu'il est, en particulier sur certains secteurs où on a des marges qui sont historiquement gigantesques par rapport aux États-Unis et puis énormes par rapport au reste du monde, on ne peut pas avoir une augmentation de l'incertitude, une hausse du chômage, une hausse de tarifs et des questions sur pas seulement l'emploi des fonctionnaires, mais sur l'activité des entreprises qui partiellement font du business avec le gouvernement américain. Oui, il y a des effets indirects, sans doute. Oui. Donc là, donc tout ça, il est trop tôt pour le voir dans la parution des chiffres qui sont du passé. Mais quand on anticipe un petit peu tout ça, et via le prisme du sentiment des consommateurs, du sentiment des employés, et des sentiments des employeurs, on ne peut pas considérer que ça ne puisse pas se pincer par rapport à des anticipations préalables. Donc là, c'est pas extraordinaire. Moi, ce que je trouve, c'est qu'on a eu quand même une augmentation des probabilités de récession par rapport de la part de certains grosses banques américaines qui sont pas un scénario central encore, mais honnêtement, le scénario central, c'est jamais... C'est rare qu'on nous dise que le scénario central est celui d'une récession, je vous l'accorde. En fait, ce qui se passe, c'est ce qui se passe quand on a une récession, on le sait après que le marché est baissé. Voilà, que ce soit bien clair. Alors, les récessions, ça arrive tout le temps. D'accord. Tout le temps, non, mais ça arrive de temps en temps, oui. Il y a 15% du temps sur les marchés actions où on est en bear market.
largement lié à un dégonflement des espérances économiques, un dégonflement d'un cycle de crédit ou un choc externe, etc. Ça fait partie de la vie des marchés actions. Donc, en effet, il ne faut pas avoir peur de cela nécessairement. Mais ça fait toujours partie des possibles. Et là, il nous semble qu'à ces niveaux de rating, ça laisse pas beaucoup de place au global à une poursuite des surprises ou d'une évolution négative des anticipations. Question d'horizon de temps aussi, j'imagine. Complètement. Il y a un horizon temporel. Plus on a un horizon très long, et moins on peut craindre des corrections de marché. Qu'est-ce que vous comprenez, Gilles, de la mise en exécution de la stratégie Trump, ce qu'on appelait les Trumponomics il y a encore quelques temps. On est à plus de 50 jours d'exercice du pouvoir. Il y a quand même quelques personnages du cabinet qui se distinguent sur le plan économique, Scott Bessent, Howard Lutnick, qui sont là aussi des membres importants du cabinet. Trump nous parle beaucoup de tarifs. On a des tarifs, peut-être pas autant que ce dont on entend parler, mais il y a quand même déjà, en tout cas en première intention, des tarifs et une application de cette stratégie tarifaire. Oui, alors la mise en pratique est quand même un petit peu plus sévère que ce qu'on pouvait anticiper avant, où on était tous teintés d'un Trump numéro 1, où il y avait plus d'aboiements et moins de morsures. Ouais. À force de crier au loup, comme tout le monde anticipait ça, il est obligé d'aboyer plus fort et puis de mordre un peu plus pour être crédible. Si c'est que ça pourra peut-être aller. Mais par contre, si on a quand même l'impression d'une situation non stabilisée en termes de programme, que selon l'orateur, les coupes budgétaires pourraient être ceci ou cela, d'accord, et dans des montants extraordinairement importants. On est loin quand même d'une forme de progressivité, de modération européenne ou ailleurs. Moi, ce que j'observe en Chine, c'est que les choses sont très progressives, relativement bien balisées. Et là, on a quand même une situation où il y en a une réalité qui est un petit peu plus que vibrante et ouvrionnante, parfois un peu chaotique. Ouais. Et ça, c'est pas très bon pour l'activité économique. À moyen terme... Mais ça sert à un projet de long terme. Vous comprenez ça? Qu'il y ait du chaos à court terme, si c'est dans l'idée d'un grand projet de long terme, c'est un peu ce que l'administration Trump nous vend aujourd'hui. Oui, mais avec quand même une situation chaotique, on a quand même l'impression que selon à qui on parle, c'est celui qui parle le plus fort qui est à l'oreille du président, et puis ça peut changer le lendemain, une fois qu'on aura parlé d'autre chose et qu'on remettra des sujets sur la table. Donc on n'a pas l'impression d'un plan de moyen terme clairement identifié, je dirais à l'allemande, à la Rhénane, pour faire une comparaison intéressante. Et du coup, oui, sur le long terme, s'occuper du sujet de la dette, de l'évolution de la dette américaine, c'est bien, mais est-ce qu'il faut le faire de façon aussi brutale, non maîtrisée, et avec son corollaire de crainte quand même, et d'inconfort, au moins sur une partie de la population américaine. Oui, bien sûr. Bon, Jean-François, sur la stratégie Trump, là, qu'est-ce qui est, sur quoi on s'est trompé, sur quoi le marché peut-être a changé d'avis, entre guillemets, qu'est-ce qui diffère de Trump 1.0 On n'a pas l'impression d'être tout à fait dans la même situation. Non, effectivement. Alors déjà, Trump 1, c'était déjà la première version, donc forcément il y a la découverte. Oui. Donc même pour lui, la découverte du pouvoir, quoi, c'est ça. Donc, au début, on est à appréhender son environnement. Et peut-être que sur le Trump 1, la partie fiscale de son programme a d'abord eu un poids plus important et ensuite est venu les mesures commerciales qui étaient quand même très ciblées sur la Chine. Donc voilà, on avait vraiment l'impression d'avoir ce combat Chine contre États-Unis avec derrière
un challenge quelque part de passation de pouvoir entre deux grandes économies. Là, on est plutôt dans la version où déjà il a acquis une certaine maturité sur sa manière de faire et comment le faire. Et on sait que la politique tarifaire, c'est son domaine. Il peut y aller à coup de décret, donc il n'a pas besoin du Congrès là-dessus. Donc c'est assez rapide. Le cabinet travaille pour lui. Et de manière à éviter quand même qu'il y ait une ligue qui commence à se former contre toutes ces tentatives, parce qu'il commence à tirer sur tout le monde à peu près au même moment. Donc le risque, c'est à faire durer ces choses-là. On se retrouve à avoir une ligne d'intérêt commun qui commence à se construire contre lui. Donc des petits qui se rassemblent avec des petits, voire avec des moyens, ça commence à faire un gros bloc. Donc là, il va commencer à avoir une base de négociation qui peut potentiellement être moins favorable. Donc il a intérêt quand même à tirer fort tout de suite, être dans une posture très agressive de manière à plier l'adversaire très tôt. Et depuis quelque part de passer d'adversaire en adversaire assez vite, de manière à éviter cette ligue potentielle. Cette coalition, quoi. Une coalition face à lui. Et ensuite, le volet fiscal, lui, de toute manière, il va prendre du temps puisqu'il y a besoin du Congrès pour se mettre en œuvre. Et quand on voit le volet fiscal, le Trump Act qui avait été fait en 2018, du début jusqu'à la fin, il avait fallu à peu près une dizaine de mois. Donc si on l'a, de toute manière, ce sera plutôt pour la fin d'année. Donc on a encore une petite période qui peut être assez lourde, encore de ce moment. Mais dans la posture qu'il a prise, je pense qu'il a besoin d'aller vite et fort et dur. Après, derrière, c'est de la négo. Donc soit il arrive à récupérer ce qu'il peut récupérer, soit derrière, ça risque de finir avec des portes qui se ferment. Bon, on verra. Le 2 avril étant une autre date importante quand même, notamment pour la stratégie tarifaire, avec un rapport du Trésor sur les échanges commerciaux américains et la capacité à ce moment-là de Donald Trump d'implémenter de nouveaux tarifs. Alors, il appelle ça des tarifs réciproques. On verra ce qu'il en est, mais c'est la promesse, en tout cas, réitérée à nouveau à partir du 2 avril prochain. Nous, vos commentaires, bien sûr, et puis ce que ça implique pour le policy mix dans son ensemble, c'est-à-dire quand on intègre également la Réserve fédérale américaine dans ce jeu-là, puisqu'on a rendez-vous, les marchés ont rendez-vous cette semaine avec Jérôme Powell et la Fed, qui est resté un petit peu observateur de la situation jusqu'à présent. Oui, alors c'est vrai que d'abord, dans Trump 2, on a un cabinet, on va dire, qui est beaucoup plus effacé quand même que dans Trump 1, où finalement il découvrait un petit peu le pouvoir, donc il avait des contre-pouvoirs qui finalement ont peut-être rendu sa politique un peu moins agressive. Là, il lâche ses coups beaucoup plus et surtout il les lâche sur ses alliés. Et moi je suis quand même assez surpris de la réaction assez ferme de pays comme le Canada, qui sont quand même importants en termes de commerce bilatéral. L'Europe également, qui peut-être à cause de cette perspective de désengagement de l'OTAN, finalement se dit on ne va pas se laisser faire. Et donc, moi je trouve que ça crée plutôt plus d'incertitude parce qu'on peut quand même rentrer dans une forme d'escalade sur les tarifs. Et donc, je comprends assez bien la Fed qui est un peu dans cet attentisme et qui ne devrait pas bouger, même s'il y a un ralentissement de la conjoncture au premier semestre. On ne les voit pas bouger au mieux avant juin et peut-être même plus seulement tard, s'il y a un ralentissement vraiment très marqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Fed reste prise en tenaille entre le risque inflationniste toujours. Qui peut perdurer, malgré tout. Je comprends. Même dans une économie un peu affaiblie. Bon. Et donc le put de la Fed, là, puisqu'on parlait où sont les protections de marché, le put de la Fed, il n'est pas là pour cette semaine. C'est pas là qu'on l'attend maintenant. Les marchés commencent à anticiper 2 voire 3 baisses de taux directeurs cette année. Ça nous semble quand même assez optimiste. Un peu prématuré à ce stade. Sur la Fed, Jean-François, je ne sais pas quelle est la position que vous défendez à ce stade chez Ophi Invest. La position qu'on défend, c'est effectivement que la Fed va être plutôt on hold, avec le fait qu'effectivement il y a cette prise un peu en tenaille. Et côté BCE, là pour le coup on a un peu remonté notre taux terminal du fait qu'elle a besoin d'être moins accommodante du fait de l'arrivée du package fiscal.
En Allemagne, En Allemagne, ouais. qui sera voté... Taux terminal inchangé, on va dire, côté Fed. Ouais. Et légère remontée côté... côté Banque Centrale Européenne. Ce plan est très important parce que ça bah. donne des marges de manœuvre à l'Europe Allons-y. en termes de soutien Bien sûr. qui lui permettent d'être plus ferme avec les États-Unis, puisque c'est un peu comme pour la Chine, c'est-à-dire que voilà un plan finalement qui va quand même aider la croissance de la zone euro et de l'Europe et qui permettra du coup d'être beaucoup plus ferme avec les Américains. Bon, allons-y sur le plan européen. De ce point de vue-là, Nuno, les marchés ont anticipé un peu, beaucoup déjà, des fruits que ce plan pourrait générer pour l'Allemagne en premier lieu, pour l'Europe d'un, parce qu'on parle de trajectoire, des programmes à 10-12 ans, hein, les infrastructures, la défense, on a tous bien compris que les dépenses allaient augmenter. Bon, reste à savoir, est-ce que la base industrielle est suffisante pour permettre de monter en capacité très très vite et s'affranchir au plus vite des F-35 américains. Enfin, il y a toute une logique de séquence aussi par rapport à ces plans européens. Et donc, à quel horizon est-ce que les résultats seront tangibles de ce point de vue-là ? Alors c'est vrai que les marchés ont anticipé en partie. Hein, c'est leur fonction. Hein. Ils n'avaient pas forcément anticipé le revirement aussi rapide du discours allemand après la fameuse entrevue dans le bureau ovale avec Zelensky, où là, tout d'un coup, il y a eu une prise de conscience de la majorité des grands partis allemands, à part l'AfD et les Linke, qu'il fallait faire quelque chose et le faire rapidement, c'est surtout ça. Et donc, je pense que ça a été effectivement un déclencheur d'une prise de conscience allemande et européenne. D'ailleurs, on vote avec l'ancien Parlement allemand. On n'attend pas le nouveau. Hein. Et ça, c'est la vraie surprise, entre guillemets, le vrai coup politique de Merz. Tout à fait. Et ça donne quand même une visibilité beaucoup plus grande au rythme de croissance qu'on peut attendre en zone euro, qui était quand même assez faible. Et ça pesait beaucoup sur les intentions d'investir en Europe. Et ça change quoi dans le fond ? C'est-à-dire que les valos des actifs européens pourront être plus élevés que les moyennes historiques qu'on a observées ces dernières années, depuis 15 ans ? C'est-à-dire que le potentiel de croissance va être plus élevé ? Ça change structurellement des choses Ça change. Alors d'abord, on risque d'avoir quand même des taux longs un peu plus élevés que si on n'avait pas eu tous ces plans. Hein. Il faut quand même financer malgré tout ces investissements. Une pente de la courbe des taux qui va être probablement plus marquée, même si la BCE réduit ses taux courts. Et puis effectivement, des valorisations qui, dans certains secteurs, peuvent quand même... On pense évidemment au secteur de la défense, hein, où on sent que beaucoup de sociétés de gestion sont en train de revoir un petit peu leurs contraintes en matière d'investissement sur le sujet. Et c'est assez logique parce que ça fait partie de la souveraineté la plus essentielle d'un pays, qui est d'être capable de se défendre. Et puis tout ce qui est voté au niveau infrastructure en Allemagne, ça va au-delà de la défense. Ça va aussi profiter au secteur de la construction, par exemple, et à des secteurs industriels qui vont pouvoir également bénéficier de tout le soutien à la transition écologique, par exemple. Ça se reflète déjà dans des ratings equity GPS ou pas encore. Cette histoire européenne nouvelle, Gilles ? Non, pas encore, parce que c'est, comme vous l'avez bien dit, ça va faire bouger les anticipations à très long terme. Et il faudra du temps pour que tout ça se mette en musique. Et nous, dans la partie sous-score de dynamique de perspective, on prend les évolutions à 1 an seulement. D'accord. Donc là, on peut penser que c'est absolument pas pris en compte. Donc aujourd'hui, on a entre 3,5 sur la zone euro. Alors ça peut paraître pas extraordinaire, mais enfin c'est beaucoup mieux que le 1. Eh ben oui, c'est 3 fois mieux, oui. Premièrement. Deuxièmement, c'est associé en règle générale à des performances ultérieures moyennes positives. Ce type de zone de rating, hein, en tout cas dans le passé ça l'a été. Et enfin, oui, si on a, et il semblerait que ce soit le cas, des 2 plans mais massifs, majeurs, historiques. Absolument historique, et qui, comme c'est pas un hasard que ça vienne en Allemagne, hein, parce que l'Allemagne est une des plus grandes économies du monde, d'une part, mais en plus, c'est la plus grosse économie de notre ensemble de pays AAA+, qui sont les plus safe, les plus sûrs, et qui sont des berceaux pour le développement très favorables, pour le développement d'entreprises mondiales très saines,
et très efficace. Et donc là, je dirais que c'est quelque chose d'absolument historique. Alors on sait pourquoi c'est arrivé. Et ça va changer complètement les choses. Et en effet, ça va augmenter sans doute à la fois la valorisation normative d'équilibre que les investisseurs devraient être prêts à payer pour les actifs concernés par donc les actifs allemands en règle générale, et en particulier les sensibles, donc infrastructure, informatique, tech en général, parce que l'infrastructure intègre bien sûr la dimension numérique, bien sûr, sans compter l'aspect sécurité, cybersécurité, qui devient de plus en plus importante, et puis l'armement, et puis l'industrie en règle générale, les matériaux en règle générale. Et tout. Mais c'est un impact sur l'Allemagne en premier lieu. En premier lieu, oui, parce que ça va évident, mais oui, parce que de cet argent-là, on a beau dire, mais ça va être Allemagne d'abord. Les Français espèrent en tirer parti à juste titre en matière d'armement, mais ça sera opportuniste d'une part du côté des Allemands, et puis deuxièmement, quand vous avez un environnement global géopolitique qui est en train qui bouge, qu'est-ce qui vous dit que vous appuyez sur la France, vous n'aurez pas dans 5 ans un gouvernement qui aura un petit peu d'autres intentions en matière de parapluie nucléaire, en matière de coopération, etc. Quand vous êtes un Allemand, donc ça veut dire que c'est quand même, le jeu reste celui-ci, et à la fin, il n'est pas illégitime que pour des sujets de sécurité intérieure, tout le monde s'oriente vers des solutions domestiques autant que possible. Bon. Avec des capacités budgétaires très différentes d'un pays à l'autre. Et ben voilà, d'où revient à l'Allemagne et au triple A+, que vous affectionnez. Et puis pour moi, enfin, on a titré ce matin sur une note, quoi qu'il en coûte, acte 3. Oui, bien sûr. C'est aussi fort que Draghi, c'est aussi fort que Macron-Merkel, mai 2020. Macron-Merkel ou Sunak pendant le Covid. Ah oui, d'accord. J'étais sur l'Europe. Oui, non, bien sûr, pardon. mais c'est absolument majeur et massif. Et les marchés, les investisseurs, ils anticipent au-delà du 3 mois, du 6 mois, du 9 mois, et surtout dans les circonstances actuelles. Donc pour moi, ça fait aucun doute que l'Allemagne, en particulier via sa dimension société moyenne, de taille moyenne, PME très spécialisée, très rentable, va en bénéficier. On a vu le MDAX effectivement réagir. Le MDAX, c'est l'indice des valeurs moyennes en Allemagne. Comment on profite de ce momentum européen ? Déjà, est-ce que c'est un momentum de marché qui a du vent dans les voiles, qui peut se poursuivre au-delà de quelques semaines, quelques mois exceptionnels, effectivement, avec en plus, en contrepartie, une baisse des marchés actions américains. Donc un écart spectaculaire de ce point de vue-là. Jean-François. Écoutez... Historiquement, l'Europe en bourse, c'est un peu ce qu'est le PSG à la Ligue des Champions. C'est-à-dire que chaque année, quand on commence, on regarde la feuille de match, on se dit on va faire une super Ligue des Champions. Et puis, je l'avais jamais vu cette image, mais elle est bien, elle est pas mal. Et arrivé à la fin de l'année, souvent, on n'est pas dans les premiers. C'est un peu ce sentiment-là à chaque fois qu'on veut jouer l'Europe. On se dit on a quelques belles valeurs, etc. Et résultat des courses, on n'y est pas. Néanmoins, cette année, aussi le PSG apparemment aussi fait une bonne année, donc peut-être qu'effet corrélation faisant, on peut peut-être espérer d'avoir les deux. Mais l'Europe semble être un bon candidat sur les marchés boursiers pour cette année. Alors je suis d'accord qu'effectivement, d'un point de vue narratif, on a des éléments qui sont assez forts et qui peuvent tenir la distance plusieurs trimestres. Tout du moins pour régulièrement avoir de la nouvelle positive. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ce narratif de marché est travaillé par les investisseurs. Donc, au fur et à mesure, ça rentre dans les têtes et puis ça commence à être joué, pris par des vraies positions, au-delà du sentiment qui s'améliore. Et là, quand on regarde, déjà, on part d'une base ultra favorable. Faut dire que c'était un désert de positionnement l'an dernier, l'Europe. C'était ininvestissable pour des investisseurs, pour certains investisseurs globaux. C'est dur de dire que l'Europe n'est pas investissable quand on est en Europe. Complètement. Et c'est exactement ça. Les flux qui sont allés aux États-Unis. Donc finalement, ce dont on parlait au début, là, le fait qu'aux États-Unis, ça se calme un petit peu la croissance, les techs, on a plutôt envie de prendre nos bénéfices, etc. C'est un boulevard
pour derrière jouer le nouveau narratif qui est en train de se créer en Europe. Donc ça, c'est un contexte qui est encore plus favorable pour voir émerger durablement, on va dire, pour au moins une année, ce thème-là. Donc nous, on a renforcé dans notre vue maison le positionnement sur les actions européennes. Dans les portefeuilles, on aime bien, on est allé sur l'Allemagne, mais on est allé sur l'Allemagne plutôt territoire des moyennes capitalisations, parce que c'est là où on a des gisements plus industriels et qui sont plus en faveur avec l'idée qu'il va y avoir des budgets qui vont être liés à de l'infrastructure et potentiellement derrière aussi, il y a l'Ukraine qui arrive en bout de ligne. Donc voilà, en plus les mid-caps sont relativement peu chers. On a beaucoup parlé du DAX qui battait record sur record. Quand on regardait le MDAX, on était beaucoup plus proche de l'atonie de l'économie allemande qu'on observe depuis plusieurs années maintenant. La macro n'est pas les indices. Non. Parce qu'il y a des biais dans tous les sens. Donc la bonne performance du DAX, on le savait que l'an dernier, exactement, qui avait fait 50% dans ce domaine-là. Mais le MDAX qui est beaucoup plus varié. Et de toute manière, depuis qu'on a l'annonce qui a été faite du package, ça a été essentiellement tiré la performance de cet indice-là sur le biais très industriel de l'indice. Donc vraiment, je dirais, c'est un univers qui est assez porteur pour cette thème-là, je pense, pour l'année. Et sur le plan des marchés obligataires, qu'est-ce que ça implique ? Enfin, je veux dire, est-ce que le Bund, comment on traite le Bund désormais, qui avoisine les 3% ? Je grossis un peu le trait, mais est-ce que ça reste évidemment un actif refuge ? Est-ce que c'est un actif un peu différent désormais avec la perspective de, d'1 trillion d'euros de dépenses budgétaires sur les 10 prochaines années en Allemagne ? Alors, ce qu'on disait effectivement, c'est qu'il y a une prime de risque qui s'est constituée sur la partie assez longue du Bund. Donc ça, on l'a réintégré. Le marché l'a aussi mieux intégré depuis qu'il y a les nouvelles. Donc on part d'une base qui est déjà plus favorable. Ça reste un actif refuge dans le sens où si vraiment, même aux États-Unis, je veux dire, si les États-Unis vont concrètement en récession, en tout cas s'y dirigent. C'est quand même un poids lourd dans l'économie mondiale, donc je pense que le Bund va récupérer sa valeur d'actif refuge parce qu'il va avoir l'effet inverse qui va se passer sur la prime de terme. Donc on n'est peut-être pas là, mais en tout cas c'est un actif intéressant à avoir parce que quelque part, certes les taux ont monté, mais c'est pour des bonnes raisons. Et d'ailleurs on voit que quand les taux ont monté, les actions européennes ont aussi monté. Donc c'est quelque part une rémunération supplémentaire qui est demandée côté obligataire parce qu'on va faire de la croissance. Donc c'est bien employé quelque part. Et à l'inverse, quand on a vu les taux américains baisser un peu, on a vu aussi les actions américaines baisser dans le même temps. Ce qui est intéressant aussi dans la remontée des taux en Europe, dans la remontée du rendement du Bund allemand, on prend 50 points de base sur la semaine du 4-5 mars, là, c'est que les spreads, alors tous les taux, toute la courbe euro a remonté, mais non seulement les spreads se sont pas écartés, mais même parfois ils se sont réduits de quelques points de base. Tout à fait, ça contraste. Avec ce qui s'est passé aux États-Unis, où les spreads, notamment sur le high yield, se sont effectivement plutôt écartés en corrélation avec les marchés d'actions. Et là, on a vu des spreads se tenir de manière remarquable. Il y a toujours de l'appétit pour le crédit. Et c'est vrai que le marché... Un signal de confiance que le marché envoie à l'Europe, quoi. Oui, tout à fait. Il n'y a pas d'inquiétude sur l'inflation. Ce n'est pas, pour l'instant, le sujet majeur. Donc... on devrait avoir des taux relativement stables quand même sur l'ensemble de l'année en tout cas. Et c'est intéressant d'avoir cette décorrélation entre le marché américain et le marché de la zone euro. C'est inédit, je pense, depuis très longtemps à ce niveau d'avoir des taux qui partent dans des directions complètement différentes. Donc au point qu'on se demande si ça peut durer. Oui, à un moment donné, ça va forcément se recorréler, en particulier s'il y a, encore une fois, un ralentissement marqué aux États-Unis qui devrait quand même emporter les taux plutôt à la baisse. Mais en tout cas, je partage assez cette idée d'aller plutôt sur le marché allemand. Les mid-caps sont intéressantes. On aime bien l'Espagne aussi. Et puis, la France, malgré tout... on a payé quand même assez cher en termes de décote, un peu comme l'industrie allemande d'ailleurs, où on disait le modèle économique allemand est ruiné. Donc, il ne faut surtout pas aller sur ce thème-là. Et on se rend compte que maintenant, c'est plutôt là qu'on a envie de le jouer. Et je pense qu'en France, on a également de belles opportunités, avec sans doute une électricité qui est plus compétitive qu'en Allemagne. Donc, on n'a pas ce sujet devant nous, en tout cas. Bon, on a vu les contrats sur le gaz se détendre un peu avec la perspective effectivement d'un cessez-le-feu Russie-Ukraine.
coût de l'énergie, c'est évidemment un paramètre essentiel pour nos économies et pour l'Allemagne notamment. Gilles, oui, effectivement, l'idée d'un cessez-le-feu Ukraine-Russie, ça peut encore remettre une couche de sentiments positifs sur l'Europe, ou est-ce que c'est déjà bien flagué, bien identifié? Donald Trump en a fait un programme d'une certaine manière. Donc, Alors c'est sans doute un positif. Maintenant, je pense que c'est pas le cessez-le-feu qui amènera une grande euphorie, mais c'est, si possible, une résolution à plus moyen terme. Oui. Même si c'est une option à la coréenne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de traité de paix, mais qu'il y a un gel et que ce gel des frontières est à peu près respecté, c'est-à-dire qu'il y a une zone. Une zone et puis des garanties très très fortes des deux côtés. Oui. Voilà, mais pour moi, la problématique, elle est à plus long terme. D'accord. Donc c'est pas le cessez-le-feu, c'est pas le game changer qui a fait remonter l'Europe. Alors, ce sera une bonne nouvelle, bien sûr, il n'y a aucun doute. C'est une guerre d'un autre âge, c'est aberrant. Et la paix, il faut favoriser toute perspective de paix, bien sûr. Bon, on verra ce qui ressort. Ce sera le coup de fil de la semaine entre Donald Trump et Vladimir Poutine demain, au sujet évidemment de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Gilles Bazissière, président d'Equity GPS, Nuno Teixeira, directeur analyse et stratégie de Vega IS, et Jean-François Fossé, directeur de la gestion multi-actifs d'Ophi Invest Asset Management. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et chaque lundi, c'est le quart d'heure américain. Et nous retrouvons donc notre correspondant américain, Pierre-Yves Dugas, avec nous en visioconférence. Bonsoir Pierre-Yves, merci beaucoup d'être avec nous au rapport pour évoquer Donald Trump et les marchés. C'est-à-dire qu'on a vu encore ce week-end Scott Bessent, secrétaire du Trésor, allez, je vais le dire, balayer d'un revers de main la correction du marché américain. C'est vrai que le S&P 500 a baissé de 10% en 16 séances entre le 19 février et le 13 mars. Est-ce qu'on peut balayer aussi facilement que ça une baisse de marché de 10% sur les marchés américains au cours de ce premier trimestre 2025, Pierre-Yves? Quand on s'appelle Scott Bessent et qu'on est secrétaire au Trésor, on peut le faire. Quand on s'appelle Scott Bessent et qu'on est gérant de fonds spéculatifs, ce qui était son cas il y a encore quelques semaines, c'est plus difficile. On s'est aperçu que quand même il y a de grands noms des hedge funds qui ont pris quelques gifles au cours des dernières semaines. Et on est amené à se poser la question de l'importance des ménages américains les plus riches dans les dépenses de consommation, dans le contexte d'un effet richesse qui se retourne. L'effet richesse, il est simple à comprendre, on peut le rappeler rapidement. Quand l'économie va bien et que les perspectives de profit des entreprises augmentent, eh bien la bourse grimpe, les actionnaires sont de plus en plus riches et dépensent de plus en plus. Dans une économie qui s'inverse, le phénomène part de l'autre côté. Seulement voilà, les États-Unis sont une économie extrêmement financiarisée. La proportion d'actifs financiers investis en actions aux États-Unis est à un niveau record de 43%. Et quand on accuse un coup d'accordéon de moins 10% en quelques semaines, il y a forcément un impact sur la proportion des Américains les plus riches à consommer. J'ai quelques chiffres qui m'ont d'ailleurs surpris. Les 10% des Américains les plus riches, aujourd'hui, représentent 50% des dépenses de consommation. Et on a vu ce matin, avec la publication des chiffres des ventes de détail aux États-Unis pour le mois de février, que le gain est maigre, il est de 0,2% seulement, et une des multiples explications de cette performance maigrichonne est probablement l'effet richesse à l'envers qui s'est opéré au cours des dernières semaines. Et on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui va se passer dans cette économie américaine qui faiblit, où l'incertitude en raison de la politique incroyablement agressive et changeante et imprévisible
de Donald Trump en matière commerciale est en train de suspendre les perspectives d'investissement, pas simplement d'investissement financier, mais d'investissement industriel. Qu'est-ce qui va se passer si on approche de la récession? Eh bien, en gros, ce que nous disent les économistes, c'est que une baisse de Wall Street de 20% se traduirait par 1% de croissance en moins pour les États-Unis, et 1%, ça peut faire la différence entre un atterrissage en douceur et une récession. Très très clair, hein. On voit des enquêtes de morale de consommateurs qui n'arrêtent pas de baisser, et on l'a vu avec l'Université du Michigan vendredi, des anticipations d'inflation chez les consommateurs, chez les ménages américains, qui sont repartis violemment à la hausse sur le mois de février. Si on regarde désormais la sphère corporate, les entreprises américaines et notamment les industriels américains, Pierre-Yves, est-ce qu'ils ont voté pour les droits de douane ? C'est ça qui est stupéfiant, c'est qu'il n'y a pas de lobby patronal américain demandeur de protectionnisme aux États-Unis. Le secteur de la sidérurgie est une exception, mais j'ai été absolument frappé par le ton adopté par le patron de Alcoa, le géant américain et canadien, c'est vrai, de l'aluminium, qui affirme que en dépit d'une augmentation de 25% des droits de douane à l'aluminium, on va, dit-il, assister à une réduction de l'emploi dans l'industrie de l'aluminium aux États-Unis. D'après lui, la réaction en chaîne qui va être déclenchée par l'augmentation des prix de l'aluminium est net négative pour l'emploi dans l'aluminium. C'est quand même une affirmation assez forte. Il prédit même quelque chose comme 20 000 suppressions nettes d'emplois dans son propre secteur. Pourquoi ? Parce que d'abord, le prix de l'aluminium va augmenter et toutes les industries intermédiaires qui sont consommatrices d'aluminium vont souffrir. Et ça, c'est pas bon pour la demande, c'est pas bon pour les marges des entreprises et c'est pas bon, in fine, pour l'emploi. Des industriels gros consommateurs d'aluminium, ce sont l'industrie automobile, l'électroménager et le secteur des boissons, car les boîtes de Coca-Cola et de bière que vous aimez boire quand vous n'êtes plus sur le plateau, sont en aluminium. Eh bien, ces gens-là ne sont pas du tout contents et sont absolument convaincus que cette augmentation de droits de douane sur l'aluminium est une véritable catastrophe pour le consommateur américain. Et puis, il y a des effets qui visiblement ne sont pas pris en compte par la Maison-Blanche dans ses déclarations et sa politique commerciale très brutale. C'est que les Mexicains et les Canadiens, qui sont les gros fournisseurs d'aluminium aux États-Unis, vont être probablement contraints d'envoyer vers l'Europe leur surplus qu'ils ne pourront plus passer aux États-Unis. Ça veut dire une baisse du prix de l'aluminium en Europe. Alors c'est une mauvaise nouvelle peut-être pour les Européens de l'aluminium, mais c'est une bonne nouvelle pour les consommateurs américains. Et on va avoir une situation où on aura des consommateurs américains et une économie américaine défavorisée par des hausses de prix, et le contraire en Europe. Et je reviens à la déclaration du patron d'Alcoa, qui tout de même est une autorité en matière d'investissement industriel, qui nous dit, vous savez, nos décisions d'investissement dans des équipements pour fabriquer de l'aluminium, elles sont prises sur un horizon 20 à 40 ans. Nous ne disposons pas aujourd'hui chez Alcoa de capacités de production que nous pouvons augmenter pour répondre au changement de la demande. Les capacités de production non utilisées dont nous disposons aujourd'hui ne sont pas productives, elles ne sont pas bonnes, et ce n'est pas sur la base de droits de douane qui ne dureront peut-être pas plus que 3 ans, si un autre président que Donald Trump arrive à la Maison-Blanche, que nous allons nous engager sur 20 à 40 ans. Donc cette affaire de droits de douane, rien que sur ce secteur très précis de l'aluminium, n'est pas du tout évident et ne fait pas l'objet d'une demande de protectionnisme de la part des industriels américains. C'est quand même très stupéfiant. Est-ce que Corporate America, est-ce que les grands patrons américains, les grands CEO, alors de l'industrie, de l'aluminium et de l'acier, mais également peut-être de l'industrie de la technologie, Pierre-Yves, est-ce qu'ils pourront être à un moment les garde-fous, si nécessaire, de la politique visée et conduite par Donald Trump? Est-ce qu'on attend des réactions de leur part? Sur l'automobile, je pense qu'à Détroit, ils se sont déjà un peu mobilisés quand Donald Trump menace toujours de mettre des tarifs de 25% sur les automobiles qui traversent la frontière entre le Mexique et les États-Unis, entre le Canada et les États-Unis. Mais est-ce que le vrai rempart viendra de Corporate America?
Alors, je donnerai deux réponses. La première, il y a des gens au sein de l'industrie automobile américaine qui sont plutôt contents des impositions de droits de douane sur l'acier et sur l'aluminium. Ce ne sont pas les dirigeants des entreprises, mais c'est le syndicat des ouvriers automobiles, qui est très à gauche, qui a fait campagne contre Donald Trump. Et maintenant, M. Fein n'a que des compliments adressés à la Maison-Blanche parce qu'il est absolument convaincu que Donald Trump est en train de tenir ses promesses. Ne l'oublions pas, Donald Trump a gagné parce qu'il a fait tomber le fameux mur bleu, de Blue Wall, du Michigan, du Wisconsin, l'ouvrier automobile américain moyen, lui, il est plutôt satisfait de voir qu'il va se sentir protégé. C'est à mon avis une erreur qu'il commet, mais c'est une chose. Autre réponse que je voudrais essayer de vous apporter, c'est que les patrons américains ne voient pas que la politique commerciale de Donald Trump. Il y a tout un autre aspect de la politique économique de Donald Trump qui est très important pour eux et qui peut être potentiellement extrêmement favorable, la déréglementation et les baisses d'impôts. Et pour ne pas se couper d'un Donald Trump qui est assez susceptible et qui se fait vite des amis et vite des ennemis et prompte à renier ses amis d'hier, nombre de ces grands patrons qui se sont affichés avec Donald Trump au cours des dernières semaines restent convaincus qu'en dehors de cet horrible petit détail qu'est la politique économique commerciale qui risque de plonger les États-Unis en récession, en termes de fiscalité et en termes de déréglementation, ils ont beaucoup à gagner de cette politique trumpiste. Donc il y a effectivement un retour attendu et c'est, j'allais dire, ces entreprises-là ou ces patrons-là peuvent souffrir quelques baisses de leur cours boursier pendant quelques semaines pour revenir effectivement à l'idée que cette administration Trump, pour l'instant, n'est beaucoup moins sensible à la baisse des marchés que ce qu'on aurait pu imaginer et ce que Donald Trump 1.0 peut-être pouvait l'être de son côté. Merci beaucoup Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas, correspondant américain de Bismart for Change, avec nous chaque lundi dans le quart d'heure américain de Smart Bourse, à retrouver bien sûr en replay chaque semaine sur bismart.fr.